Bonjour à tous. Paris, ce damier de marchés, de foires, de boutiques, est une tapisserie immense de la diversité des échanges et des activités tout au long de l'histoire. Cette ville, c'est la ville médiévale par excellence où une multitude de fonctions et de pouvoirs s'enchevêtrent d'une manière unique dans l'Occident médiéval. Et sous le pont au change coule la Seine. La Seine, c'est l'origine de Paris, tout est venu de ce fleuve, et cette relation avec les Parisiens, c'est ce qui fait le mystère finalement de ce Paris multimillénaire. Pour voir un peu plus clair dans la capitale médiévale et comprendre ce labyrinthe d'activités urbaines, nous découvrons aujourd'hui les corporations, ou plutôt les métiers parisiens du Moyen Âge, des origines de Paris jusqu'à sa floraison médiévale. Post-scriptum avec Éloi Sainteau. Tous les samedis à partir de 14h. Regardons les origines de ces corporations. La toute première semble bien antique. Ce phénomène d'association d'individus d'un même travail existait déjà sous la Rome antique. Pour ce coup-là, nous n'avons rien inventé. Quoique la plus ancienne corporation de métier sur le territoire parisien semble être celui des nautes. Les nautes de Lutèce, cela vient sans surprise de nauta en latin qui signifie le marin. Bien que celui-ci ne peut même pas être qualifié de métier ni d'association à son origine puisque c'est le fait d'une même population qui par sa proximité avec le fleuve pratique dans son ensemble une même activité, à savoir celle de la pêche et du commerce de leurs fruits. Cette population de pêcheurs avait semble-t-il déjà acquis une grande influence sur tout le territoire parisien. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que l'oppidum des Parisis soit puissant grâce à leur important commerce fluvial qu'ils développent depuis des siècles. Lors de la romanisation de la Gaule au 1er siècle avant Jésus-Christ, les nautes n'ont apparemment eu aucun souci d'intégration au nouveau fonctionnement gallo-romain. La preuve en est que sous l'autel de Notre-Dame de Paris a été mis à jour en 1711, lors d'aménagement des cryptes, un imposant pilier autel antique, érigé par les nautes en l'honneur de Jupiter et de Tibère, l'empereur romain du 1er siècle. Vous pourrez voir ce magnifique pilier sculpté au musée de Cluny, quand il rouvrira. Il semble que l'influence et l'héritage de cette culture de la pêche soient intimement liés au destin des Parisiens, car les premières mentions de privilèges commerciaux envers une activité de la ville sont adressées aux marchands de l'eau, autrement dit, ces pêcheurs, dès 1121, par le roi Louis VI le Gros de son petit nom. Cet héritage nautique et ce prestige dû à cet important passé fluvial de la ville a des répercussions dans l'image symbolique de la ville. Il suffit de jeter un coup d'œil sur le blason de Paris pour se rendre compte de cette culture du fleuve. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux 2 minutes en marchant dans Paris pour remarquer que ce blason orne beaucoup d'éléments publics, que ce soit les fontaines publiques, les devants d'entrée des mairies, mais aussi sur les publicités, c'est devenu le logo de la ville. Si vous l'avez en tête, cette nef sur fond rouge ainsi que la devise qui l'accompagne fait directement référence à cette toute première guilde de métier. Fluctuat nec mergitur. Si cette nef voguant si fièrement sur les eaux de la Seine est si célèbre, c'est sans aucun doute parce que ce métier parisien a adopté cette figure directement sur ses sceaux de cire, le plus ancien que nous ayons datant de 1210, il est conservé aux archives nationales. Cet emblème serait, semble-t-il, devenu presque omniprésent dans le paysage de l'imagerie médiévale, puisque dès le milieu du XIVe siècle, le symbole de la corporation est anobli, en quelque sorte, puisqu'il devient officiellement l'emblème héraldique de la ville de Paris, sur fond rouge, de gueules, associé en binôme, en quelque sorte, au roi de France, avec le chef d'azur semé de lys d'or au-dessus, la frange au-dessus. Symbolique très intense que ce patchwork héraldique. On peut donc sans crainte affirmer l'authenticité et la primauté du métier des marchands de l'eau parisiens sur les autres métiers, eux, plus tardifs et moins intimes par rapport à l'histoire de Paris, mais qui tenteront tout de même de suivre le même exemple.
Assez parlé des nôtres, ces premiers Parisiens. Tentons de définir ce qu'est finalement une corporation au Moyen-Âge et ses critères. Il faut d'abord savoir que l'on distingue les métiers de la ville de ceux des campagnes. On a même jusque dans le langage une distinction nette qui est faite pour affirmer le caractère quelque peu novateur et hors du commun des corporations citadines, le fait de travailler en ville et qu'il y ait des métiers spécialisés dans une ville. Alors que la notion de travail au Moyen-Âge est relativement associée au travail de la terre, des champs. Ainsi, on peut entrevoir une confrontation entre les deux mots latins labor et opus. Labor, on a la notion de difficulté dans le travail, donc associée au travail de la terre. Labor, qui s'est substantivé en français en donnant le mot labeur ou même laboureur, ce qui demande une grande force physique, une rusticité hors du commun. C'est une tâche pénible. Alors que opus, qui donne œuvre en français, est associé au travail dans le sens presque noble du terme. C'est donc le travail de l'artisan, finalement, cette même classe de métier qui aime à se faire nommer les œuvriers en ancien français. Car on y intègre la notion de l'épreuve de l'œuvre, celle que l'on produit en examen lorsque l'on passe du stade d'apprenti au stade de maître dans un corps de métier. Plus tard, ce terme d'œuvrier perd une de ses voyelles au cours du long voyage de la langue, pour devenir notre mot moderne, ouvrier, qui n'a absolument pas la même connotation au Moyen-Âge et aujourd'hui. On a donc cette confrontation entre travail des villes, qui est l'objet d'une œuvre et d'une corporation, et travail des champs, qui est souvent mis à l'écart du prestige des métiers citadins. Même s'il paraît hasardeux de systématiser ce mécanisme à tous les exemples que l'on peut trouver dans le monde médiéval des métiers. Cette confrontation, en tout cas cette mise en avant des métiers citadins au XIIe et XIIIe siècle, est provoquée par l'apparition de la maîtrise. Il faut en effet devenir maître en sa technique ouvrière, après avoir gravi plusieurs échelons d'apprentissage pour apporter sa pierre à l'édifice, si j'ose dire. Cette maîtrise vient elle-même de l'affirmation des corporations de métiers et de leur fonctionnement hiérarchique au sein même de la ville. Si vous voulez, on officialise le rôle des corporations et leur importance dans la ville médiévale par la création de ce statut social qui est celui des maîtres. Voilà. Ainsi forme-t-on l'élite d'un métier en poussant la technicité d'un savoir-faire à son extrême. On voit ainsi émerger le dénominatif d'artisan à cette époque-là. Tout cela est en fin de compte lié à cette maîtrise du savoir-faire pour en faire une œuvre d'art. Voilà donc encore une frontière qui se dresse entre le labor des champs et l'opus citadin. Si on veut pousser le vocabulaire médiéval des corporations jusqu'à son détail, je dois vous dire que c'est par pure simplification de notre temps qu'on utilise le mot de corporation pour ces nouvelles institutions de travail. À l'époque, on trouve plutôt le terme de métier. Il suffit de consulter le manuscrit français 24069 de la BNF pour s'en rendre compte. Rien que son intitulé nous donne un aperçu de la dénomination de ces institutions de travail. Ce manuscrit, c'est le livre des métiers d'Étienne Boileau, prévôt de Paris sous Saint-Louis, qui est publié en 1268. Lors de sa nomination par le roi, Étienne Boileau a besoin de mettre de l'ordre dans le méandre des métiers parisiens donc. À cette époque, on met de l'ordre en laissant une trace écrite, ça va de soi, c'est en effet l'acte juridique notifié qui fait office de rappel de ce qui était là et ce qui fonctionnait comme cela à ce moment précis. Étienne Boileau invite donc tous les représentants des métiers de Paris à consigner leurs actes fondateurs, leurs titres, si l'on peut s'étendre à ces dénominations, leurs droits et devoirs au sein de la ville. Il fait alors le recueil de tous ces actes dans un seul et même livre, bien que tous les métiers n'ont pas répondu présent à cette consignation documentaire. Le fait est que 101 corporations sont répertoriées dans ce recueil, mais il paraît évident, lorsque la grande et puissante corporation des bouchers ne s'est pas présentée, c'est qu'une partie, sinon une bonne partie de tous les métiers n'ont pas répondu à cet appel. Nous pouvons en tout cas attribuer au moins 500 activités de travail dans la ville de Paris, ne pas confondre activité de travail et métier, le métier et corporation. Et cette diversité d'activités accompagne la croissance urbaine observée à Paris entre le XIe et le XIIIe siècle.
Vous l'aurez compris, ces métiers sont de nombre très conséquent. Presque toutes les activités qui se pratiquent dans l'enceinte fortifiée de Paris peuvent se référer à un corps de métier qui lui est propre. On peut même avoir des métiers qui regroupent un nombre assez grand d'activités bien différentes. C'est le cas de la draperie. Cette brillante industrie rayonne au Moyen-Âge partout en Europe. Et c'est probablement parce que pour passer de la laine du mouton à la pièce de tissu richement décorée, les opérations sur la matière première sont longues et nombreuses, parfois faisant appel à d'autres corporations. Chaque action, c'est un corps de métier, des ateliers, des spécialistes qui sont mobilisés et avec eux, beaucoup de main-d'œuvre. Entre les cardeurs, les houppiers, les pesseliers, les fileurs, les teinturiers, les tisserands et leurs mulquiniers, encore et plus jusqu'aux drapiers et marchands, c'est autant de métiers mobilisés à la confection d'une étoffe qui, vous vous rendez compte, se vend fort cher sur les foires et les marchés. Un peu d'harmonie renaissance ne fait jamais de mal. C'était un extrait de l'album Quattrocento, joué par l'ensemble espagnol La Capella de Ministrers, dirigé par le violiste Carles Magraner. Vous écoutez l'émission Postscriptum avec Éloi Sainteau. Revenons alors à nos moutons. Comment alors s'organisent ces corporations ? Ces métiers, pour parler d'une manière plus historique. Ceux-ci sont très indépendants dans le sens où ils ont chacun leur propre règlement, bien que dans l'ensemble, le fonctionnement global de communautés sont calqués de la même manière. Il faut d'abord et avant tout faire la différence entre corporation et confrérie, qui sont tous deux organismes bien différents et qui pourtant ont tendance un petit peu à se confondre. Il y a le corps de métier ou communauté ouvrière, c'est ce dont on parle depuis le début, ces associations d'individus qui ont le droit d'exercer leur savoir-faire, à distinguer donc de la confrérie. La confrérie donc, à dissocier de l'aspect lugubre et sectaire qu'on accorde trop souvent à ce terme de nos jours, c'est l'idée d'entraide, de solidarité entre tous les membres du métier qui tendent à se transformer en une certaine caisse mutuelle si vous voulez. Il y a un côté charitable dans la confrérie. Ces caisses de secours permettaient d'offrir un apprentissage gratuit aux enfants pauvres ou lorsqu'il y a besoin de combler une assistance aux enfants orphelins du métier. Ou bien aux vieillards qui autrefois faisaient partie du corps du métier et qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins.
Cette confrérie fait donc résonner un esprit fraternel ou plus familial dans le métier et ainsi procurer une sécurité garantie à tous ceux qui suivent le cursus de la corporation. Cette aura de sécurité dépasse largement le métier en lui-même, toute la ville est au courant de cette force. Notamment car cet esprit de charité transparaît à travers les bonnes œuvres des confréries. Par exemple, les chirurgiens dispensent des soins gratuitement devant le siège de leur confrérie, qui est l'église Saint-Côme, leur saint patron. Aussi, les amendes perçues lors de fraudes dans les métiers, parce que ça arrive, des fois des maîtres sont fraudeurs, ces amendes peuvent être réservées aux aumônes pour les mendiants, ou pour financer une messe ou des offices. Les confréries et leur étendue d'action sont variables d'un métier à un autre, mais dans toute corporation, on conserve cette idée, du moins. C'est en tout cas l'unité d'une association ouvrière qui fait leur force, et cela, les œuvriers parisiens l'ont bien compris. Ces confréries ont leur siège social, si on peut dire, dans l'église patronyme du métier, ou en tout cas dans l'église située au cœur du quartier où la corporation y a installé ses activités. Saint-André-des-Arts, par exemple, est l'église des confrères enlumineurs, en plein dans le quartier de l'université. Saint-Gervais-Saint-Protais, non loin du port au vin, pour la confrérie des vendeurs de vin. La chapelle Saint-Éloi pour la confrérie des orfèvres, cela va de soi, du fait du saint patron des orfèvres. Ou encore l'église Sainte-Catherine pour la confrérie des pourpointiers, installée dans la rue des Lombards, une rue toute proche. On peut distinguer plusieurs grades de carrière dans le cursus honorum des métiers. Encore une fois, ça peut être variable selon les métiers, mais le cadre est le même. Voici donc un modèle assez simple. On a d'abord le statut d'apprenti, car on est en apprentissage, c'est très logique. Les enfants des membres du métier ont donc généralement la préséance et parfois la gratuité en fonction du statut social des parents, et de durée très variable, ça va de 2 à 12 ans. Par exemple, les orfèvres, c'est 8 ans. Alors, potentielle gratuité, oui, car bien souvent, c'est payant. Et ce genre de droit d'entrée pouvait servir d'alimentation aux caisses de secours des confréries. Puis on accède à l'échelon des valets, qui sont sous la tutelle d'un maître dans son atelier. Ce sont ces valets qui travaillent par le système du louage. En effet, on louait le service d'un valet au jour, ou alors à la semaine, au mois, ou bien même à la saison ou à l'année. Le louage à la journée était le plus fréquent, car en effet, c'était une formule qui répondait suffisamment bien à la masse quotidienne des travaux et des demandes à effectuer par la population. Pour plus d'accessibilité à cette partie du métier de ces ouvriers, on faisait pointer les valets dans des endroits de passage stratégiques très fréquentés pour répondre aux besoins d'un passant et ainsi faire vivre le valet. Parmi ces endroits qu'on pourrait qualifier d'emplacement de louage, d'embauche à très court terme, il y avait les portes de la ville, très fréquentées par les marchands, les allées et les venues, les places de la ville, sur le Monceau Saint-Gervais ou bien sur la place de Grève. Ainsi, se mettre en grève est tout simplement le fait d'attendre une opportunité d'embauche, de travail sur cette place, et n'a donc absolument pas la définition moderne qu'on lui concède aujourd'hui. En tout cas, voilà l'histoire de ce mot, de cette expression, la grève, se mettre en grève. Après voilà le grade peut-être le plus prestigieux et sans doute le plus élitiste, celui des maîtres. Pour en devenir un, il fallait, suivant certains métiers, prêter serment, soit sur la Bible, soit sur les reliques du saint patron du métier en question, lorsqu'elles sont à disposition, c'est souvent le cas pour Paris. Il fallait aussi démontrer que l'on avait de solides revenus, ou en tout cas qui permettaient de tenir un commerce, un atelier, une échoppe. Et pour la plupart, il fallait accomplir une épreuve ultime dans le domaine, celle qui, jugée par les jurés ou autres maîtres, conduirait à l'accession du candidat au statut de maître. Ce genre de procédure est commune aux 3/4 des corps de métier. Les autres, il suffisait de payer encore une fois. Cette coutume de présenter un ouvrage est donc très répandue et le métier en question est dit franc. Voilà. L'exemple le plus connu étant les francs-maçons. Pour ce genre d'événement, chaque corporation avait leur tradition et donnait lieu au fil du temps à des rituels de passage. Aussi bien dans le Paris médiéval que dans le Paris d'aujourd'hui, on retrouve des traces de ces corporations, ne serait-ce que par la nomenclature des rues, dont certaines nous sont encore parvenues de nos jours. Rue de la Verrerie,
rue de la Coutellerie, pont au Change, rue de la Ferronnerie, quai des Orfèvres, rue de la Tisseranderie, rue des Lingères, etc. En fait, les corporations dans la ville agissent comme une communauté, nous l'avons vu, en adoptant des mêmes mœurs, mais aussi en adoptant un même lieu, un même quartier. C'est souvent pour se retrouver autour de l'église dont le saint est le saint patron de la communauté. Nous avons ainsi, dès le haut Moyen-Âge, des orfèvres qui colonisent tout le quartier de l'île de la Cité, entourant l'église Saint-Éloi, devant le palais. Saint-Éloi, je le rappelle, étant le saint patron protecteur des orfèvres. Ainsi, pour cet exemple, nous avons le quai des Orfèvres aujourd'hui. Le nom des rues de Paris est le seul vestige de ces brillantes corporations qui, au cours du Moyen-Âge, étaient le moteur économique des villes. Voici donc le portrait médiéval de la ville des corporations. Nous pourrions parler des heures sur ces métiers parisiens et d'ailleurs, mais le temps nous rattrape. Nous avons parlé de l'importance de se retrouver autour d'un saint patron pour les corporations. Alors, le prochain épisode sera dédié au saint fondateur de Paris. En tout cas, bonne semaine, portez-vous bien et à la prochaine. C'était Postscriptum avec Éloi Sainteau.